Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray, notre nouveau rendez-vous chaque semaine sur CNews avec vous, Michel Onfray. Bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver pour nos discussions passionnantes autour de l'actualité très riche ces derniers jours, notamment sur le plan sociétal avec un Emmanuel Macron qui fait feu de tout bois. D'abord, il y a 10 jours, l'inscription de l'IVG dans la Constitution, puis l'annonce d'un projet de loi sur l'aide active à mourir, enfin l'annonce de la volonté présidentielle d'inscrire le consentement dans le droit français pour renforcer les droits des victimes en matière de viol. Comment, Michel Onfray, est-ce que vous traduisez d'abord cette frénésie de réforme sociétale ? Tout le monde a bien compris qu'il était élu par défaut, Emmanuel Macron, qu'il avait été 2 fois par défaut, qu'on le présente comme le candidat de l'antifascisme et que donc il se trouve là, et puis que finalement, quand on ne lui donne pas de majorité à l'Assemblée nationale, il se dit mais qu'est-ce que je peux faire ? Donc il va chercher des sujets en se disant je les cherche consensuels. Et on va être obligé d'être consensuel avec moi. Si on n'est pas consensuel avec moi, on va dire « Ah, mais ils sont contre l'avortement. Ah, mais ils sont pour Poutine. Ah, mais ils sont contre la guerre, c'est Munich, etc. etc. » Daladier. Donc il n'y a que ça. C'est-à-dire qu'il prend en otage le Parlement. Ce qui n'est pas beau, M. Macron, de prendre en otage le Parlement, c'est pas fait pour ça. C'est pas fait pour mener des politiques personnelles. C'est vraiment le pouvoir personnel qu'on a longtemps reproché au général de Gaulle. Mais ce personnage qui ne peut plus gouverner est obligé de se dire je choisis des sujets dans lesquels je vais obtenir de toute façon une majorité. Personne ne met en cause aujourd'hui, ne remet en cause l'avortement. Personne. On va y revenir dans le détail, Michel. Oui. Donc on va parler de l'avortement dans un instant, mais j'aimerais commencer par l'aide active à mourir, parce que c'est vraiment quelque chose qui a marqué les Français. C'est un projet de loi qui sera examiné à l'Assemblée nationale à partir du 27 mai prochain. On va juste écouter Gabriel Attal, les mots qu'il a choisis, le Premier ministre, pour expliquer la notion de dignité dans ce projet de loi. Écoutez. Nous nous retrouvons, je crois, autour d'une volonté, la dignité. Alors c'est autour de ce principe, de ce cap, que nous ferons évoluer notre modèle sur la fin de vie. La dignité, c'est d'abord mieux accompagner ceux qui souffrent. Alors oui, nous vous proposerons une augmentation sans précédent des moyens consacrés aux soins d'accompagnement, avec une stratégie sur 10 ans et des investissements supplémentaires permettant de garantir partout sur le territoire l'accès à des soins palliatifs. Il arrive parfois que le diagnostic soit inévitable et que la douleur soit telle que la vie n'est plus vraiment la vie. C'est pourquoi, comme le président de la République l'a annoncé, nous vous proposerons de créer en France la possibilité d'une aide à mourir. Cette aide à mourir sera encadrée par des conditions strictes. Effectivement, des conditions strictes. Quand on appelle au droit à la dignité, Michel Onfray, qu'est-ce que ça évoque pour vous ? Écoutez, moi je l'ai beaucoup dit, j'ai perdu ma compagne dans des conditions terribles qui ont fait que j'ai eu recours avec un ami médecin, hélas décédé depuis, mais à l'euthanasie. Je trouve qu'il y a un moment donné où il faut avoir le courage des mots. C'est bien ce que fait Macron sur ce sujet. Moi, je trouve que Emmanuel Macron nous a donné un cadre qui est extrêmement intéressant. Ça arrive dans des moments de politique politicienne, ce sont les moments des européennes. Zemmour a fait son discours, tout le monde a fait son discours, et d'un seul coup, il arrive en disant « j'ai dit dans la croix que », etc. Et il va être question de... On n'utilise pas ce sujet-là, qui est trop grave, de cette manière-là. Moi, je pense qu'on peut faire de la pédagogie, et surtout qu'il faut arrêter de couper la France en deux. Moi, je suis pour l'euthanasie. Et je suis pour une euthanasie qui s'appelle euthanasie, qui s'appelle pas autorisation du droit à mourir dans la dignité. Qui vient du grec, évidemment, thanatos, voilà. Et le thanatos, le dieu de la mort, c'est comment peut-on mourir au mieux, d'une certaine manière. C'est ça l'euthanasie. Et je suis pour que chacun puisse choisir. J'ai longtemps pensé, j'ai écrit d'ailleurs à l'époque du cancer de Marie-Claude un livre qui s'appelait Féeries anatomiques, que c'était l'un ou l'autre. Avant que je ne devienne vraiment camusien et vraiment gaulien en disant mais pourquoi pas l'un et l'autre. Après tout, ceux qui veulent l'euthanasie, qu'on leur offre. Ceux qui veulent les soins palliatifs, qu'on leur offre et qu'il y ait les deux. Et qu'on ait le souverain droit de se contredire, pour utiliser une formule de Baudelaire, en disant « j'ai passé », c'était le cas de Marie-Claude, et c'était mon cas, et nous avions passé toute notre vie à défendre le fameux droit à mourir dans la dignité. Et quand le moment de mourir est arrivé, on ne l'a pas vu. On est passé à côté, parce que la dénégation, ça fonctionne aussi comme ça. Je défends, nous défendons toujours le droit, y compris avec Dorothée aujourd'hui, mais le droit à mourir dans la dignité. Simplement, je n'utiliserai plus peut-être le mot dignité. C'est pas indigne de mourir aujourd'hui entubé avec... j'ai vu... Intubé. Oui, avec intubé, pardon. Et dans des situations qui font qu'on bave, on fait sous soi, etc. Il n'y a pas d'indignité, je crois. Et je crois qu'il faut pouvoir dire à chacun, si vous voulez qu'on vous accompagne, on vous accompagnera. Si vous ne voulez pas qu'on vous accompagne, mais que vous voulez une pilule qui vous permet le suicide, c'est pas exactement la même chose.
Si on évite les gens qui ont des maladies d'Alzheimer, ce qui est quand même bien. Alors oui, dans les conditions, parce qu'il y a être majeur, 2, avoir son discernement plein et entier, ça écarte toutes les maladies neurodégénératives et Alzheimer, avoir une maladie incurable et un pronostic vital engagé, et enfin avoir des souffrances physiques ou psychologiques réfractaires. Tout ça, c'est un cadre qui me va. Je trouve ça très bien. Simplement, il ne faut pas politiser, il ne faut pas faire de la politique politicienne avec ça, en disant vous êtes pour, alors si vous êtes pour, moi qui suis contre vous, je vais être contre, etc. Ou alors je vais être pour en fonction de ce que vous dites, etc. Laissons le choix, y compris avec l'avortement, laissons le choix. Le droit à avorter n'est pas une obligation. Avorter, si on ne veut pas avorter, on n'avorte pas. Et puis voilà, et on garde ses enfants, et éventuellement on les abandonne si on le souhaite. Enfin, je connais la doctrine de ceux qui sont contre. Et j'accepte. C'est ça la France. C'est des gens qui sont pour l'avortement et des gens qui sont contre. C'est des gens qui sont pour l'euthanasie et des gens qui sont contre. Des gens qui sont pour le soin palliatif et des gens qui sont contre. Faisons de telle sorte que tout le monde puisse vivre ensemble et accéder à la mort de son souhait. Les soins palliatifs, tout le monde est d'accord. Le vrai problème, c'est qu'il y a 21 départements dans lesquels il n'y a pas d'unité de soins palliatifs. Et ça, c'est une véritable urgence pour le gouvernement. Permettez que je revienne à Marie-Claude, mais il y a un moment donné, quand on m'a dit qu'elle allait mourir dans les 3 semaines, j'ai dit alors pas de soins palliatifs, je ne veux pas qu'elle sache qu'elle va mourir. Elle m'a dit mais qu'est-ce que vous imaginez des soins palliatifs? Elle en reçoit depuis 2 mois. C'est-à-dire il y a effectivement des endroits où il y a des soins palliatifs et on dit voilà, on ouvre la porte. D'ailleurs, on demande du silence, du recueillement, etc. On dit les soins palliatifs, c'est de l'autre côté. Sauf qu'on fait des soins palliatifs dans des espaces qui ne sont pas réservés aux soins palliatifs. Les ponctions de ce qu'on appelle l'acite, c'est-à-dire le ventre qui gonfle et on met des drains pour enlever cette eau toute verte et terrible, etc. Tout ça, c'est déjà du soin palliatif. Donc, c'est plus compliqué que ce qu'on veut bien dire. Et il n'y a pas d'un côté des tueurs qui voudraient débarrasser, vider des lits, etc. Et puis de l'autre côté, des gens qui diraient, sans le dire vraiment, mais que finalement la vie, elle n'appartient qu'à Dieu, elle n'appartient pas aux hommes. Le projet de loi qui sera baptisé, qui tournera autour de la notion de fraternité. Qu'est-ce que vous en pensez de ce terme? Non, ça ne vous va pas. Il n'y a pas de la fraternité, là. Peut-être de l'humanité, si l'on veut. Il y a de l'humanité à donner la mort aux gens qu'on aime. Parce que franchement, on n'a pas envie. Le jour où on le fait, on ne se dit pas je débarrasse le terrain. On a juste envie de dire je veux lui, pas à moi. Je peux m'éviter ma douleur ou ma souffrance. C'est à moi de la supporter, de faire avec. Surtout quand on est philosophe, c'est le moment ou jamais de voir que ça doit pouvoir servir la philosophie. Mais de se dire on ne le fait pas pour soi, mais pour l'autre, en disant mais je ne veux pas que Marie-Claude, pour le coup, puisse être devant sa mort en se disant pendant 4 semaines, je vais mourir dans 4 semaines, dans 3 semaines, dans 2 semaines, la semaine prochaine. C'est fini, il n'y aura plus de Noël, il n'y aura plus d'anniversaire, il n'y aura plus de ceci. C'est une terrible souffrance que la souffrance psychique. Les souffrances physiques, c'est assez facile à régler aujourd'hui. On a toute une pharmacie, grâce à la morphine, mais bien sûr. Et puis, on a des états de conscience modifiés, on maîtrise assez bien toutes ces choses-là. Mais les souffrances physiques, pour le coup. Mais le fait de se dire, je vais mourir, ça c'est une souffrance psychique. Comment on fait pour empêcher cette souffrance psychique? On dit, il faudrait vous réconcilier avec les gens avec lesquels vous étiez fâchés, vous ne voyez plus vos enfants, tâchez de les voir, vous avez envie, moi j'ai vu ça jadis avec des gens que je connaissais aussi, vous voulez boire du cidre avant de mourir et puis manger des huîtres, on va faire venir ça, les huîtres, le cidre. Tout est possible, je pense, qui permet aux gens de passer de l'autre côté avec sérénité, mais pas de manière idéologique en disant on est de gauche, on défend l'euthanasie, on est de droite, on est contre et on défend les soins palliatifs. C'est trop court et il faut que chacun soit éduqué et puisse faire le choix. Vous comprenez les réticences, Michel Onfray, des soignants qui ont exprimé consternation, colère, tristesse, notamment la Société française d'accompagnement et de soins palliatifs. Ils disent c'est pas notre métier. Nous, on n'a pas prêté le serment d'Hippocrate pour ça. Oui, mais les gens qui s'occupent de soins palliatifs, qui sont souvent des militants, eux, je comprends bien qu'ils soient contre. Mais je ne pense pas qu'on puisse faire une sociologie en disant les soignants pensent que, ou X% des soignants pensent que. Moi, je suis pour les libertés élargies. Et je pense qu'un médecin qui ne veut pas pratiquer l'avortement, un médecin qui veut pratiquer l'avortement, une infirmière qui veut pratiquer l'euthanasie, une infirmière qui ne veut pas, ou un infirmier ou qui l'on voudra, il faut laisser le choix de la conscience. On n'est pas des machines. On ne doit pas obéir en disant c'est la loi, il le faut, vous allez m'euthanasier, madame machin, à la chambre 312. Non, il faut laisser aux gens la possibilité, là encore, du droit de se contredire en disant oui, j'ai voulu le faire, je l'ai fait, je ne parviens pas à le faire, je ne dors pas, je ne dors plus, je ne veux plus le faire, je voulais mais je ne veux plus, etc. Qu'il y ait un peu d'humanité en tout, y compris du côté des soignants. C'est pas facile d'être mal payé, d'être dans la rentabilité de l'hôpital parce qu'on dit mais attendez, le bilan là, ça marche pas, faut passer moins de temps auprès des malades. Et puis en même temps de gérer des souffrances, des deuils. Il n'y a pas que les souffrances de gens avec des cancers en phase terminale ou je ne sais quoi, il y a aussi des enfants, il y a aussi des accidents de la route, il y a aussi des trucs terribles, des jeunes qui arrivent avec le cerveau explosé, etc. Et vous gérez ce genre de choses. Des AVC, des jeunes filles tétraplégiques à 15 ans. Et donc c'est un métier extrêmement difficile. Donc je comprends que les soignants puissent dire une chose, dire le contraire, puis revenir sur autre chose en disant finalement je croyais, je ne peux pas, je croyais avoir la force, je ne l'ai pas.
simplement un peu d'humanité, quoi, et un peu moins d'idéologie. Encore un dernier mot là-dessus. Est-ce que vous ne craignez pas des dérives? Là, on a des conditions très strictes, on les a énumérées il y a quelques instants, et dans quelques années, peut-être dans quelques décennies, elles se modifieront, les lignes bougeront. Est-ce qu'il y a un risque ou pas? Alors, il y a deux risques. D'abord, le fait que tout de suite, alors qu'il n'y a pas de loi, justement, ça dérape. Et ça dérape. On le sait très bien, on voit des espèces de serial killers, là, qui sont des gens dont on se dit, le médecin a tué 50 personnes, etc. Ou une infirmière qui a injecté je ne sais combien d'ampoules. Et là, on se dit, mais c'est pour éviter ça, justement, pour que ce ne soit pas pratiqué en catimini. Du genre, on connaît un ami médecin qui va nous aider à faire ce qui n'est pas autorisé, et puis etc., etc. C'est là qu'il y a des délires, c'est pas clair. Et quand la loi sera ou serait, et j'espère qu'elle sera, eh bien, ce serait bien qu'on encadre tout ça, que le législateur prévoie toutes ces questions-là, et qu'on ne permette pas effectivement un eugénisme libéral, du genre débarrassez-moi les lits, ou une espèce de eugénisme cynique, on en a marre du grand-père, on a envie d'hériter, mais juste qu'on ait le souci de la douleur et de la souffrance et de l'état dans lequel on se trouve. Quand on se dit, la vie pour moi c'est fini, et pourtant elle est encore là. Autre réforme sociétale, Michel Onfray, l'inscription de l'IVG dans la Constitution. Elle a été scellée, cette inscription, le 8 mars dernier. On va juste écouter le discours qu'a prononcé à cette occasion Emmanuel Macron, un tout petit extrait, puis je vous passe la parole ensuite. Nous ne trouverons le repos que lorsque cette promesse sera tenue partout dans le monde. Nous mènerons ce combat sur notre continent, dans notre Europe, où les forces réactionnaires s'en prennent d'abord et toujours aux droits des femmes, avant de s'attaquer ensuite aux droits des minorités, de tous les opprimés, à toutes les libertés. Voilà pourquoi je souhaite l'inscription de cette liberté garantie de recourir à l'interruption volontaire de grossesse dans la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Voilà pour les mots du président de la République. Qu'est-ce qui vous choque là-dedans, Michel Onfray? L'instrumentalisation politique, là encore. C'est-à-dire qu'on les forces réactionnaires Oui, qu'on me désigne les gens qui sont connus médiatiquement pour aller sur les plateaux de télévision et nous dire qu'il faut cesser d'avorter, etc. Qui? Figure identifiable. Un nom. Il y a des noms. Mais quand on s'intéresse un peu à cette question, ce sont des gens qui sont loin d'être médiatisés. Y a-t-il aujourd'hui dans le personnel politique des gens qui soient susceptibles d'être au deuxième tour des élections présidentielles, c'est-à-dire de les gagner, et qui nous disent, moi, si je suis élu, fini l'avortement, etc. Personne. En gros, Marine Le Pen et Emmanuel Macron, il s'agit de deux, peut-être qu'il y en aura un troisième, j'en sais rien. Mais pour l'heure, alors qu'il est, aucun de ces deux-là nous dit on va supprimer l'avortement. Il n'y a aucun problème. Il ne se représente pas Emmanuel Macron. Non, d'accord, mais un client macroniste ou un macronien, je dirais, ils sont tous dans la défense. Moi, je crois que vous parliez tout à l'heure du risque d'une loi sur l'euthanasie qui pourrait dévier. Je pense effectivement qu'il a derrière la tête beaucoup de choses, M. Macron, et qu'on oublie qu'il y a 2 ou 3 ans, entre le 31 juillet et le 1er août, l'Assemblée nationale, sur proposition, je crois, d'une députée socialiste, a voté l'IMG, l'interruption médicale de grossesse, qui n'est pas l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse. Je défends l'IVG. Parce que je suis un intégriste de Simone Veil. Son texte est magnifique. Magnifique. Il faudrait le lire et le relire. Et elle dit que c'est toujours un drame, que ça ne peut pas être une facilité, que ça n'est pas une possibilité d'une contraception différée, etc., etc. Elle dit des choses très très belles. Et puis après, on lui a fait dire un certain nombre de choses. Il se fait qu'avec l'IMG, l'interruption médicale de grossesse, qui est prévue dans la loi. Alors, elle a été votée à l'Assemblée nationale, mais pas au Sénat. Heureusement, dans sa sagesse, le Sénat a interdit qu'une loi française permette à des femmes d'avorter jusqu'à 9 mois. C'est ça. Jusqu'à 9 mois. Parce que cette IMG peut être pratiquée à tout moment de la grossesse. Tout moment de la grossesse, c'est-à-dire jusqu'à 9 mois moins la veille de la naissance, d'une certaine manière, pour des raisons psychosociales. Alors, il y a d'abord si la grossesse met gravement en péril la santé de la femme, si l'enfant a une maladie, une affection. C'est défendable, tout ça est défendable. Simplement, là où ça cesse d'être défendable, c'est quand l'enfant a cessé d'être un projet. Parce que c'est quoi psychosocial? C'est M. Gérard Miller qui nous dit ce qui est psychosocial. Un petit coup de psychanalyse, un petit coup de Marx, on nous dit, voilà, le psychosocial, j'ai perdu ma moitié, je suis au chômage, mon chéri n'est plus mon chéri, j'ai découvert qu'il avait une maîtresse, on va divorcer, on va avoir une mutation, etc., etc. C'est quoi le psychosocial qui justifie que l'enfant dans le ventre de la mère soit une variable d'ajustement? Eh bien, cette idée qu'il faut qu'un enfant soit un projet. Si un enfant c'est un projet, mais que c'est pas un enfant, alors vous pouvez les acheter, les enfants. Alors vous pouvez faire commerce des enfants. Alors vous pouvez louer des utérus, comme disait M. Pierre Berger, en disant, mais après tout, une femme qui c'est la GPA dont vous nous parlez. Pardon ? Vous nous parlez de la GPA. Non, oui, c'est la GPA, mais c'est la possibilité de dire un enfant, ça s'achète. Moi, je veux bien que les homosexuels se marient et adoptent des enfants. J'ai aucun problème avec ça. L'adoption, des enfants qui naissent déjà, mais pas des enfants dont on dit ils vont être portés par une mère qui va être payée. J'ai lu pour un livre qui s'appelle Le fétiche et la marchandise, j'ai lu le contrat de location de l'utérus. C'est un contrat vétérinaire.
C'est proprement vétérinaire. Ça fait 20 pages et je vous assure que les gens qui nous disent aujourd'hui l'esclavage, c'était pas bien, etc., ils ont raison. Mais c'est l'esclavage postmoderne. Cette idée qu'on puisse dire à des femmes, vous allez porter des enfants et vous allez surtout tout faire pour ne pas vous attacher à cet enfant. Dès que l'enfant naît, ne le touchez pas, ne le regardez pas, on vous le prendra et vous acceptez tout ça. C'est signé, c'est contractuel. Si vous avez des problèmes, des saignements, des trucs comme ça, ce sera pris en charge. L'assurance ira jusqu'à la hauteur de tant d'euros, etc., etc. Et ce projet... Ça, c'est pas permis en France, Michel Onfray. Pardon ? C'est interdit en France. C'est autorisé à l'étranger ou non Attendez, interdit en France. C'est interdit en France, mais c'est autorisé à l'étranger où on n'interdit pas que vous reveniez avec le paquet de viande que vous aurez acheté. Oui, vous parlez d'un enfant. Là. Oui, c'est moi qui parle d'un enfant parce que c'est son. Avec la possibilité de les inscrire au registre de l'état civil. Oui, c'est toute l'hypocrisie qui fait que c'est interdit, mais c'est autorisé. On ne le fait pas chez nous, mais si c'est fait ailleurs, on acceptera volontiers que vous reveniez avec votre paquet. Et vous pouvez même en faire un livre et expliquer que finalement, oui, vous achetez le ventre des femmes, oui, vous achetez des enfants, etc. Sait-on ? J'ai relu l'autre jour Boris Cyrulnik, que j'avais lu il y a très longtemps avec Sous le signe du lien, quand je faisais cours à mes élèves sur ce magnifique livre, où il nous explique ce qui se passe dans le ventre de la mère pendant 9 mois. C'est formidable ce qu'il nous raconte. Le goût de l'aïoli dans le ventre des mamans qui habitent Marseille ou d'autres animaux. Les interactions chimiques, la musique, personnelles, la parole, émotionnelles. la voix, les poèmes qu'on peut dire, les caresses, les câlins, enfin tout ce qui se passe pendant 9 mois dans le ventre de l'enfant. On nous dit non, il ne se passe rien dans le ventre de la mère, c'est un projet. Et si c'est plus le projet, lâchez le projet. C'est pas vrai. Moi, je suis grand-père, j'ai vu comment, dans le ventre de ma belle-fille, il s'est passé tout ça. Enfin, comment ça avance, comment on se disait, là, c'est un petit pois, là, c'est une carotte, là, c'est etc., etc. Puis à un moment donné, on se dit, mais on voit comment la vie évolue. Cette idée de dire, on inscrit dans la Constitution, c'est fait pour qu'à un moment donné, on finisse par dire, les enfants, ce sont des choses, ce sont des objets. Ça s'achète, ça se vend, 30 000, 40 000, 50 000 euros. C'est le prix d'achat d'un enfant. Eh oui, et ma gauche à moi, c'est pas cette gauche-là. C'est pas la gauche qui dit qu'on peut acheter des Cosettes et puis être du côté des Thénardier en se disant si vous avez de l'argent, vous pouvez toujours acheter des enfants. Le commerce des enfants, aujourd'hui, c'est tout à fait défendable. Non, ça n'est pas défendable. Michel Onfray, vous avez été alerté par quelque chose qui s'est passé aux Pays-Bas. Vous m'avez alerté sur un serial d'honneur. On parle de l'enfant comme projet. Et cet homme qui a été condamné par la justice, peut-être qu'on va voir son visage s'afficher, a fait du don de gamètes, du don de sperme, pour être très clair, de façon irraisonnée, immodérée. La justice estime qu'il serait à l'origine d'au moins 550 naissance. Et encore, on ne connaît pas l'étendue de la fratrie, des demi-frères, demi-sœurs, qui pourraient avoir été générés par cet homme-là. Il y a un risque majeur, évidemment. Bien sûr, d'abord c'est l'inceste. D'abord, c'est l'inceste, c'est l'idée que deux partenaires peuvent tomber amoureux l'un de l'autre et puis ignorer qu'ils sont demi-frères ou demi-sœurs. Mais c'est surtout cette idée délirante, encore une fois, que du sperme, ça n'est qu'un matériau humain, ça n'est qu'une chose, un objet, un truc. Mais non, c'est porteur de plein de choses. La preuve, les gens, ils choisissent sur des catalogues. Ils veulent des garçons, ils veulent des filles, ils veulent des blonds, ils veulent des bruns, ils veulent des gens qui courent vite ou des gens qui pensent bien, ou ce genre de choses. Enfin voilà, on achète des enfants sur catalogue aujourd'hui. Et vous avez des gens qui disent, voilà, moi, un don de sperme, ça fait des millions de possibilités, vous me payez, vous me donnez de l'argent. Et puis après, c'est comme des gens qui donnent de la moelle osseuse. Après tout, je fais du don d'organes. Des gens qui sont d'infertilité, ils donnent des gamètes et puis on les paye, on achète, etc. Nous ne sommes pas que des gamètes. Il y a autre chose, il y a un peu plus que ça. Il y a toute une génération derrière soi. Il y a un héritage effectivement familial, la phylogénèse, l'ontogénèse, enfin on connaît toutes ces choses-là. On hérite de l'espèce et on hérite des parents, si vous voulez. Et il y a tout un capital là-dedans qui se trouve transmis. Là, on dit non, pas du tout. Il y a un capital, mais c'est un truc neutre. Ça sert à rien, c'est pas très grave. Il y a une façon de penser, je disais ça tout à l'heure, il y a 2 secondes avec vous, là, mais de manière vétérinaire. La question de la fécondation, la question de la fabrication d'un enfant, cette idée qu'un père, ça compte pour rien. Un père, c'est un géniteur. Puis un géniteur, c'est juste une espèce d'animal. Comme ça se fait dans les fermes, on va chercher un étalon ou un taureau, et puis on prélève du sperme, et puis on injecte du sperme, et puis on... Oui, mais là, c'est le délire d'un homme qui se prend pour un demi-urge, qui se dit « je vais faire des enfants partout dans le monde entier ». C'est un fou. Il a été condamné par la justice à ne pas recommencer. C'est quand même toujours étonnant. Moi, j'avais un copain de fac qui faisait ça à une époque. Je dis, mais pourquoi tu fais ça, quoi ? Il y avait cette espèce de fantasme de posséder un maximum de femmes. Il y a quand même un truc particulier. On n'entend pas beaucoup les psychanalystes sur ce sujet. Ils disent pourtant des choses très intéressantes sur la place du père, sur le fait que le père, c'est pas juste un géniteur. Que moi, je connais des histoires de gens chez lesquels le géniteur et le père, ça coïncide pas. Je vous assure que c'est terrible. Ma mère procède de l'assistance publique et elle a été abandonnée, elle ne sait pas qui est son père, il y avait un géniteur, puis il y a eu un père, c'est pas exactement la même chose, ça coïncide pas, ça n'est pas neutre.
d'avoir un père qui n'est pas un géniteur ou de tout ignorer de son géniteur, ou d'avoir un père qui essaie d'être un père mais qui n'est pas le géniteur, avec des enfants qui lui disent qu'il n'est pas le père, etc., etc. C'est lourd comme question. Mais on fait comme si ça n'en était pas une. On dit simplement, vous avez un frigidaire, vous ouvrez, vous avez du sperme, on prend du sperme, on vous donne du sperme, vous avez des enfants, puis etc. Puis un jour on dit, mais attendez, il y a un père derrière ça. Il y a un géniteur, puis il y a aussi un père celui qui donne l'amour, celui qui peut-être est stérile et a sollicité ce genre de choses. Il y a eu à une époque, quand on commençait à penser la question des bébés éprouvettes, le docteur Friedman qui a commencé à dire moi ça va trop loin ce genre de choses, je ne sais pas où ça va, mais le pire est possible ou probable, nous y sommes. Et dans cette espèce on dirait un gros mot, mais de délire ontologique, c'est-à-dire un délire concernant l'être, quoi. On ne sait plus d'où l'on vient, on ne sait plus de quoi l'on procède. Il n'y a plus de figure d'autorité, plus de figure paternelle, plus de figure maternelle. On dit un homme c'est une femme c'est un homme, un père c'est une mère c'est... Je crois que c'est Emmanuel Macron qui a dit qu'une mère faisait un bon père ou ce genre de choses, enfin, pour jouer avec ce genre de jeu. Mais on doit pouvoir accepter aujourd'hui des choses évidentes, la possibilité pour les homosexuels de se marier, la possibilité d'adopter des enfants qui ont déjà été conçus avec un géniteur qui n'est pas un père, mais en sachant très bien qu'il n'y aura pas eu d'argent. On n'aura pas monnayé l'existence d'un être. Quand vous avez été acheté, c'est que vous avez été vendu. C'est la marchandisation du corps. C'est ça, et comment pouvez-vous passer une vie tranquille en disant j'ai fait l'objet d'un contrat vétérinaire qui a rendu possible mon existence et ma présence au monde. On n'est pas sûr d'être très aimé sur ce sujet-là. On ne pense pas aux dégâts que ça peut provoquer à long terme sur certains enfants. Mais ça ne fait que provoquer des dégâts, ces histoires de paternité dont on découvre qu'elles ne sont pas des génitalités, etc. Enfin, ça en est rempli. Des mots passants, il y a plein de nouvelles terribles sur ces questions de pères qui éduquent des enfants qui ne sont pas les leurs, et ça laisse des traces. C'est pas aussi léger que ça. Bien sûr. Michel Onfray, on va faire une toute petite pause dans cette émission. On va se retrouver dans un instant sur CNews, juste après l'information. On va parler de Sciences Po, qui est dans la tourmente, une fois de plus. Est-ce qu'il s'agit d'un naufrage français ? Est-ce qu'il s'agit du temple du wokisme qu'il faut désormais retravailler et repenser? On en débat dans un instant d'en face à Michel Onfray. À tout de suite. Et on se retrouve d'en face à Michel Onfray, notre rendez-vous du week-end. Michel, on va parler de Sciences Po qui est dans la tourmente. Scandale dans celui qui est la fabrique des élites intellectuelles de notre pays. Cette semaine, une étudiante a été interdite d'un amphi qui a été rebaptisé Gaza et occupé par des étudiants militants pro-palestiniens au motif qu'elle était sioniste. Une exclusion évidemment dénoncée par l'Union des étudiants juifs de France. On va juste écouter la réaction de Samuel Lejoyeux et je vous passe la parole ensuite. Les juifs, assignés à une certaine position politique, sont pointés du doigt. Ça reste une minorité, mais ça fait extrêmement de mal au quotidien aux étudiants juifs qui, oui, à Sciences Po, pas qu'à Sciences Po encore une fois, mais en l'occurrence à Sciences Po, sont pointés du doigt au quotidien. On a des gens qui se déplacent de leur chaise quand ils sont pour pas être à côté d'un étudiant juif. On a des à Sciences Po. À Sciences Po, tout à fait. On me dit qu'il y a des gens qui n'ont personne pour faire leur exposé à Sciences Po parce que non, on ne va pas se mettre avec le sioniste pour faire son exposé. C'est ça la réalité aujourd'hui à Sciences Po. Michel, parlons d'abord de l'antisémitisme, après on va élargir évidemment à ce qui se passe dans nos universités et nos facs. Là, c'est manifeste pour vous. C'est non pas de l'antisionisme, c'est de l'antisémitisme. Oui, c'est de l'antisémitisme, mais c'est vieux. C'est-à-dire on découvre ce genre de choses, mais je veux dire qu'en 1978, Michel Foucault écrit des papiers pour le Corriere della Sera, parce qu'il s'en va en Iran et qu'il salue l'arrivée de l'ayatollah Khomeini en disant « Ah, formidable !» On avait le Shah d'Iran en disant sa police politique, là ça va, c'est effrayant, c'est monstrueux, etc. Les femmes pouvaient vivre à l'occidental, à l'époque du Shah. Sans voile ? Pardon ? Sans voile. Et puis conduire des voitures, aller à l'université, enseigner, etc. Il n'y avait pas de discrimination de cet ordre-là. Et à ce moment-là, Michel Foucault a dit « Ah, c'est le retour du spirituel ». Ces gens qui étaient veufs d'une certaine manière de l'idéologie gauchiste, des 68 arts, ils se retrouvent islamo-gauchistes. Il y a Sartre qui défend aussi ce genre de choses. Et puis Gilles Deleuze, autre philosophe de la déconstruction, qui fait un panégyrique de l'OLP, qui nous fait des portraits dithyrambiques de Yasser Arafat. Et donc, ils ont semé ces gens-là, et puis d'un seul coup, avec des gens comme Mélenchon qui, eux, disent on va activer ce terreau-là, et on va faire de telle sorte que finalement, plutôt l'ayatollah Khomeini que le Shah d'Iran, plutôt des théocraties musulmanes avec la haine des femmes, la misogynie, la phallocratie, l'antisémitisme, etc., que les démocraties avec leurs élections et avec leurs imperfections. Et puis, ça marche comme ça à l'université depuis des années. C'est-à-dire qu'on n'est plus aujourd'hui, assez peu théoriquement marxiste-léniniste, on ne se réclame plus du Capital, d'Althusser, on ne lit plus ces gens-là, mais on est dans une logique islamo-gauchiste.
Ceux qui donnent ce genre de choses, c'est-à-dire un juif, et encore, c'est quoi un juif? C'est quelqu'un qui a un nom de juif, on aimerait savoir comment il procède, ces commissaires politiques. Un nom de juif, c'est obligatoirement un sioniste, donc c'est quelqu'un qui correspond à l'idée que les gens du Hamas se font du juif. Je ne dis pas qui est juif, hein. Et ben oui, ça fonctionne, et puis vous avez derrière une espèce de jeunesse à peu près inculte qui estime qu'elle est du côté de l'empire du bien. Mais on parle de l'élite, là, hein. C'est n'importe quelle jeunesse. Hein. Ceux qui sont à Sciences Po, excusez-moi, ils sont quand même... Des bons élèves. Des bons élèves. Oui, ça fait pas forcément... Retirons le mot élite, vous avez raison. Qui deviendront probablement des élites. Oui, journalistes, politiques, etc. Oui. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon a qualifié cet incident de dérisoire? Est-ce qu'on peut dire dérisoire? Moi, je pense que cette façon de dire c'est un incident et c'est dérisoire, tout est dit. C'est-à-dire, on dit Marine Le Pen est dangereuse, elle est entourée d'antisémites. On les voit pas, on ne sait pas qui ils sont, mais il y en a plein. Et puis on dit, mais est-elle condamnée? A-t-elle un casier judiciaire pour montrer qu'elle est antisémite? Non, mais c'est pas ça, elle l'est quand même. Bon, d'accord, quelqu'un qui ne l'est pas l'est, et quelqu'un qui l'est ne l'est pas. Parce que je ne vois pas de procès, moi, contre tous ces gens-là. C'est j'allais dire presque tous les jours, mais toutes les semaines, on a des gens de la France Insoumise qui tiennent des propos antisémites. Vont-ils devant les tribunaux, ces gens-là, pour rendre des comptes? Pas du tout. D'ailleurs, rendraient-ils des comptes que probablement la magistrature dirait que c'est le libre exercice de la pensée, que c'est une opinion, puis nous ferait des grands cours sur l'idée qu'on peut être aujourd'hui antisioniste sans être antisémite, et que la preuve, un certain nombre de juifs, par exemple Edgar Morin et quelques autres, sont des juifs et qu'ils sont eux aussi antisionistes, et qu'il y a une espèce de confusion généralisée, et puis ce sera un point partout. Donc effectivement, on laisse avancer cette espèce de peste brune. Souvenez-vous, la fin de Camus, la fin de la peste, quand Camus nous dit « il est toujours là le bacille, on a l'impression que la peste est morte, mais il suffit de très peu de choses pour que ça redémarre ». Ça redémarre. Et avec cette idée aujourd'hui que les antisémites ne sont pas des antisémites, et que ceux qui sont des philosémites sont présentés comme des antisémites. C'est-à-dire vous avez une espèce d'inversion des valeurs. On nous dit attention, les heures sombres de l'Europe sont là. Il faut absolument faire de telle sorte que nous n'ayons pas le retour de l'antisémitisme. Vous dites, vous parlez de Jean-Luc Mélenchon, bien sûr. Ah non, nous parlons de Marine Le Pen. Donc il y a juste un moment donné où faisons un peu des analyses de texte et montrons qui est antisémite, qui est antisioniste, qui compte le nombre des juifs, qui interdit à des juifs de participer à des réunions. Parce que même après tout, si on fait un meeting pour défendre la Palestine, les Juifs peuvent y entrer. C'est pas interdit. Donc évidemment, tant qu'on n'aura pas ce genre de débat, ce genre de procès aussi, évidemment, ça continuera. Puis après, on se dira tiens, c'est drôle, on n'a pas vu le fascisme arriver, il est arrivé quand même. Bon, j'aimerais qu'on écoute maintenant la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, qui était notre invitée cette semaine. Elle estime, elle, que les universités ne sont pas des lieux de militantisme effréné. On l'écoute. C'est inacceptable, c'est intolérable. Les universités, les grandes écoles sont des lieux d'apprentissage, c'est des lieux où l'on forme notre jeunesse, et ces lieux ne doivent pas devenir des lieux où, d'une part, on transforme ces lieux en lieux de militantisme effréné. On voit que l'amphi a été rebaptisé. Ça n'est pas acceptable. C'est une évidence que ces lieux... Pourtant, le sont des lieux de militantisme effréné, nos universités, nos facs. Depuis toujours. L'université, c'est fait pour ça. C'est fait pour porter l'idéologie dominante. On ne pense pas à l'université, on reproduit. C'est-à-dire que moi, quand j'y étais, c'était l'époque structuraliste. On n'avait pas intérêt à ne pas être structuraliste. Hein. Il fallait défendre Deleuze, Foucault, etc., Guattari, tous ces gens-là. Et puis moi, j'avais mon vieux maître, Lucien Gerfagnon, qui disait la bonne vieille méthode érudite, lisez, travaillez, faites des recherches personnelles, ne vous occupez pas de tout ça, ça passera. Il avait bien raison. Sauf que l'université a été marxiste, elle a été lacanienne, elle a été structuraliste, elle est aujourd'hui wokiste. Je rappelle quand même que dans les années 30, Hitler est au pouvoir en 1933, au bac français, on a choisi un texte d'Heidegger, philosophe nazi. Et c'est Nizan qui dit peut-être qu'on pourrait trouver un autre philosophe quand même que de présenter un philosophe nazi, antisémite au bac de français dans les années 30 tout de même. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire les choses autrement? Non, moi je ne suis pas étonné. Ce sont des endroits de cooptation. Bourdieu avait fait des belles analyses de tout ça. Hein. Ce sont des endroits de cooptation où on ne coopte pas des gens qui sont des mavericks, comme on dit, c'est-à-dire le cheval qui court à côté du troupeau. De la bande. Non, il faut absolument être dans la bande, et puis après, ça change. Hein. Donc, de l'embrigadement, c'est ce que vous nous décrivez. Moi, j'ai eu des profs qui ont été communistes. Regardez Foucault, il a été communiste. Après ça, il a été gauchiste. Après ça, il a été islamo-gauchiste. Après, il finissait libéral. Au moment où il est mort, il travaillait avec le MEDEF. Et donc, voilà quelqu'un qui a épousé, sans oublier les Solers, par exemple, qui lui aussi a démarré au PC, a été maoïste, a fini chez Balladur, en passant par la défense du catholicisme. Toutes ces institutions... Elles ne défendent que les pensées dominantes. Et d'ailleurs, elles criminalisent les pensées qui ne sont pas des pensées dominantes. Elle interdit l'université. Vous pensez que Camus était prof d'université. Dès qu'il y a eu une pensée libre, elle ne s'est pas exprimée dans l'université. Nietzsche n'était pas professeur d'université.
Vous avez aussi voulu réagir, Michel Onfray, au propos de Judith Butler. C'est une philosophe américaine qui a tenu à Pantin le 3 mars dernier des propos inacceptables. Elle refuse de parler d'attaques terroristes ou antisémites à propos du 7 octobre. Selon elle, il s'agit d'attaques qui relèvent de la résistance. Elle a persisté et signé ensuite. Elle estime toujours que ce n'est pas une attaque terroriste, ce n'est pas une attaque antisémite. Ce qui s'est passé le 7 octobre, c'est une attaque contre des Israéliens. Et je précise enfin qu'elle est donc en France depuis la rentrée 2023 à l'invitation du Centre Pompidou qui organise autour de sa venue un vaste cycle de rencontres qui se terminera en avril. On est dans quoi ? Dans la faillite morale, dans ce qui est dit ? C'est la suite de ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ce sont des gens qui sont dans l'idéologie, l'étymologie même de l'idéologie, c'est quoi ? C'est en fait une religion d'une idée, c'est une idée fixe. Le réel peut bien vous donner tort, et ben vous changez de réel. C'est le réel qui a tort. Si vous dites non, c'est pas exactement comme ça que ça s'est passé, on vous dit mais vous avez le souci du fait divers, vous rabaissez les choses, vous dites non, mais simplement c'est le réel qui vous donne tort. Judith Butler, c'est le pire de tous les philosophes déconstructionnistes, au point même que les philosophes déconstructionnistes, à un moment donné, ont dit non, c'est une impasse, on arrête. Traduit en américain, qui revient en France avec l'université qui dit « Ah, c'est formidable, ça vient des États-Unis. La France adore collaborer. Une fois avec les Américains quand les Américains sont en 44, là, mais une fois avec les nazis quand ils sont là en 40. Enfin, et elle aime les puissants, elle aime se mettre à genoux. Les puissants aiment les puissants. » C'est terrible ce que vous dites de notre pays. Vous, le gaulliste. Regardez, oui, justement, mais le général de Gaulle pensait que le 18 juin, il y a du monde derrière lui. Il a fallu qu'il se batte. Il a eu tout le monde contre lui. Il a eu les États-Unis contre lui. Il a eu l'Union soviétique contre lui. Il a eu les intellectuels contre lui. Comptez-les, les intellectuels, même sous la Ve République. Les intellectuels qu'il traitait de fascistes, de nazis. François Mitterrand, qui écrit Le coup d'État permanent, dans lequel il met en perspective le caudillo, enfin Franco, Hitler, Mussolini et De Gaulle, en disant que, et à l'époque, il parle aussi de Ceausescu. Ils sont tous passés à côté de lui. Ça a été un homme seul, le général de Gaulle. Il se fait virer, le général de Gaulle, en 69. Il se fait mettre à la porte. Donc non, les gens qui sont des rebelles, ils font la grandeur de l'histoire de France, mais il y a tout un tas de gens qui sont prêts à collaborer. Parce qu'il y a des avantages. Quand vous avez de l'argent, moi je connais des universitaires sur la question du climat, par exemple, qui me disent « Je ne peux pas dire ce que je pense véritablement, je perds mes crédits, je perds mon statut, je ne peux plus diriger de master ou de thèse, je n'ai plus d'autorisation pour publier mes textes, plus aucune revue ne m'accepte, etc. » Il y a une terreur chez les intellectuels. Les intellectuels ne sont pas des gentils personnages qui ont le souci de la vérité, de la justesse et de la justice. Ce sont des gens qui ont le sens du poste, de l'intérêt, de la carrière, de la possibilité de devenir un jour professeur au Collège de France. On en a un qui s'occupe de l'histoire aujourd'hui, qui est un militant total, Boucheron, qui s'en vient nous dire « Moi, je fais de la science. Moi, je fais de la science. Et d'ailleurs, je suis dans un endroit où on ne fait que de la science. » Collège de France, on fait de la science. Les autres, ils font pas de la science. C'est des journalistes, c'est des essayistes, mais ils sont pas sérieux. Non, si on veut vraiment la vérité, il faut aller la chercher chez des penseurs libres, autonomes, indépendants, mais sûrement pas chez des institutionnels et encore moins à l'université. Michel Onfray, on va maintenant évoquer Emmanuel Macron. Ça, c'est un discours d'Emmanuel Macron. Allez-y, terminez. Juste un mot, je voudrais dire que quand j'ai soutenu ma thèse, ma directrice de thèse m'a proposé d'entrer à l'université. C'est-à-dire, je ne fais pas partie des ressentimenteux qui diraient sur l'université des choses en se disant « J'aurais tellement aimé pouvoir en être ». J'ai refusé. Personnellement, je suis resté dans un lycée technique privé où j'ai travaillé pendant 20 ans. Donc, je ne suis pas un déçu de l'université en disant « J'aurais tellement aimé en faire partie ». J'ai refusé d'en faire partie. Juste cette précision. Michel Onfray, j'aimerais qu'on évoque maintenant le discours d'Emmanuel Macron, tenu cette semaine face à des cadres de la haute administration. 700 cadres de la haute administration réunis devant Emmanuel Macron dans une convention managériale et lors de laquelle le président a développé l'idée d'une défiance générale du peuple face au discours des élites. Une mise en abîme assez incroyable. On va juste écouter les propos qu'il a tenus, puis vous allez nous dire ce que vous en pensez. On nous fait plus de chèque en blanc. Ça vaut pour moi comme pour vous. Les gens n'ont plus confiance dans la parole. Ils ont un peu plus confiance dans la parole de proximité que dans la parole d'en haut, parce qu'ils connaissent. Et encore, il viendra un jour où ils n'auront plus confiance dans aucune parole. Et donc, vraiment, notre travail, c'est que l'acte suive le plus rapidement possible la parole et qu'il soit cohérent. Voilà pour le premier extrait du discours que je voulais vous faire écouter. Il y a un deuxième extrait du discours où là, le président, qui est donc à la tête de cette administration depuis plus de 7 ans et demi, parle de maltraitance administrative pour parler de ses concitoyens. Écoutez l'extrait, Michel. Si on habitue nos propres agents à passer leur journée à remplir des circulaires, du contrôle de gestion, des choses impossibles, on conditionne nos agents à faire la même chose avec les usagers. Il y a une forme de maltraitance administrative collective que nous nous infligeons à nous-mêmes. Mais je le dis vraiment avec
beaucoup de sérieux, parce que j'ai pu le constater sur le terrain. Et donc, nous avons collectivement créé une forme d'absurdité du quotidien, avec les meilleures intentions du monde à chaque étage. Comment vous interprétez cet aveu, ce constat du président de la République, Michel Onfray ? Ce serait bien qu'il soit chef de l'État, lui, un jour. Non, mais c'est constat d'impuissance, aveu d'échec ? Mais non, ils sont tous comme ça. C'est-à-dire que c'est assez drôle, moi, depuis l'âge que j'ai, je suis toujours sidéré quand j'entends les présidents de la République en exercice. Ils ont l'impression d'être toujours en campagne. On a juste envie de lui dire, arrête de parler, agis, quoi, t'as les pouvoirs, là, t'as les pleins pouvoirs. Quand on est chef de l'État de la Ve République, on a la possibilité de dire, je vais m'attaquer à la bureaucratie française. Il ne va pas s'attaquer à la bureaucratie française. Nous, à Front Populaire, quand on a fait un numéro spécial sur l'État profond, pour dénoncer ça, on est passé pour des fascistes. C'est des complotistes. On ferait sa bande, etc. C'est des complotistes, tous les gens qui parlent d'État profond. C'est l'État profond. C'est cette idée que le ministre dit « je voudrais ça », le chef de l'État dit ça, le ministre dit « bon, on va le faire ». Et le ministre, il voit avec les autres qui disent « on va voir ». Et puis finalement, c'est jamais fait. Rien ne se passe, en vérité. Rien ne se passe, mais la bureaucratie, il a la possibilité, lui, de secouer le cocotier. D'abord, je pense qu'il faut refaire la Ve République. Il faut refaire la rebâtir ? Oui, il faut la refaire à partir, non pas de l'option jacobine, mais à partir de l'option girondine. Et à partir des régions, qu'on ait la possibilité de dire, mais il faut que les gens soient au contact direct du pouvoir, et qu'ils aient même un pouvoir contrôleur sur le pouvoir. Parce que là, aujourd'hui, vous n'avez aucun pouvoir sur l'État. Si vous ne savez pas du tout ce qui se passe, d'un seul coup, un jour, dans votre boîte aux lettres, vous avez une feuille qui vous dit « il faudra faire ceci, il faudra faire cela, vous nous devez tant, vous allez traverser un village à 85 à l'heure, et vous avez des impôts qui n'ont pas été déclarés parce que vous avez gagné ceci ou cela. » L'État français, ça n'est que ça. Mais ça marche bien quand même, la bureaucratie, quand il s'agit d'embêter le citoyen de base. Ça marche très bien. Il n'y a aucun problème. Donc si vraiment on veut mettre la machine en route en disant « non, il faut qu'elle soit au service des Français », d'abord des Français. Je n'aime pas qu'un président de la République dise « les gens ». Oui, ça vous choque à chaque fois. Les gens. Mais enfin, c'est comme les territoires. Les animaux ont des territoires, mais on ne vit pas en territoire. Moi, je vis en Normandie, je ne vis pas dans des territoires. Oui, dans des régions, animaux qui font leur pipi, leur petit caca, qui ont des espaces et qui disent ici, c'est mon territoire. D'accord, mais quand on vit en Normandie ou n'importe où ailleurs, ou en Corse, on ne vit pas dans un territoire. On vit dans une province. Eh bien là, dans les provinces, laissez faire un certain nombre de gens qui ont des compétences et puis justement court-circuiter cette bureaucratie en disant il y a plein de gens, plutôt que de taper sur des fonctionnaires comme les enseignants, comme les infirmières, etc., mais des gens dont on se demande pourquoi ils sont là. Ils font du papier tampon, etc. Un petit mot, Michel, parce que vous parlez de la Corse, de la décentralisation. Vous savez qu'il y a un nouveau statut d'autonomie qui va être accordé à la Corse. Immédiatement, la Bretagne a voulu emboîter le pas, ce qui est normal. Il y aura peut-être d'autres régions, la Savoie, qui demandera peut-être une forme d'autonomie. On est face à un début de partition du territoire pour vous ? Alors si on est jacobin, on répondra oui, moi pas. Je ne suis pas jacobin, donc je dis bravo la Corse. Montrez-nous la direction. J'ai fait une université populaire jadis à Ajaccio, il y avait encore des Derrida, des Bourdieu, etc. Et j'avais discuté avec Jean-Guy Talamoni à l'époque en disant mais faites ce que Rousseau a fait des projets de constitution de la Corse en disant mais montrons que la Corse peut montrer justement la bonne direction, en disant mais comment peut-on respecter une région dans la configuration d'une nation ? La nation, c'est pas Paris a décidé de tout et Paris va vous dire comment il faut penser. Quand vous allez en Guyane, quand vous allez en Martinique, quand vous allez en Guadeloupe ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a des obligations qui ne sont pas les mêmes qu'à Saint-Germain-des-Prés. Donc que des Corses puissent avoir des désirs, des envies, des souhaits, et que ça puisse se négocier pour fabriquer une nation française dans laquelle on sera respectueux de ce que sont les identités, de ce que sont les langues, etc. Moi, je pense que les langues étrangères, enfin les langues régionales... Régionales, oui. Les langues régionales n'obéissent plus au biotope qui a été le leur aujourd'hui, d'autant que le corse, ça n'existe pas. Il y a des langues corses, et à une époque, si vous étiez un berger en Corse du Nord ou Corse du Sud, vous ne pouviez pas vous comprendre. Donc ce sont les Jacobins qui ont fabriqué une langue. C'est comme en Bretagne, on a fabriqué une langue, mais il y a plusieurs langues bretonnes et c'est pas exactement... Enfin bon, peu importe, ça c'est un autre sujet. Mais s'ils ont envie de leur langue et, au pluriel ou de leur langue au singulier, c'est tant mieux. Je trouve très bien que ça puisse exister, mais pas en disant ça se fera contre le français, que ça se fasse avec. Et quand j'ai déjà dit ça, je pense peut-être que vous et moi, on a dû se le dire peut-être sur un plateau, mais je veux dire que quand les Girondins disent, il y avait 83 départements à l'époque de la Révolution française, il faut que Paris pèse 1/83e de la représentation nationale. Eh ben, ça, c'est une bonne idée. Et que en Corse, en Guyane, en Guadeloupe, mais en Normandie, mais en Bretagne, mais en Alsace, mais en Savoie, on ait la possibilité de dire, nous avons aussi des propositions à vous faire. C'est pas qu'on n'aime pas la France, c'est pas qu'on n'aime pas la nation. Je rappelle quand même que la fête de la Fédération, l'année qui suit, le 14 juillet, est une grande fête de la Révolution française. Pour le coup, il n'y a pas de sang qui coule, il n'y a pas de guillotine, il n'y a pas de procès, il n'y a pas de loi sur les suspects. Il y a cette façon de dire comment peut-on fabriquer une nation en prenant soin, non pas des territoires,
mais des régions. Et si les Corses pouvaient faire un truc drôlement bien, qui soit un peu emblématique, en disant nous on va vous proposer ça, et voilà comment ça peut fonctionner. Ce serait formidable. Mais je sens bien tous les Jacobins qui sont là derrière et qui disent on touche à la nation, et c'est la fin de la France. Mais elle est déjà en train de périr, la France. Et c'est une maladie, le jacobinisme. Je pense que la Gironde, c'est un médicament et que les Corses pourraient nous montrer l'efficacité de ce médicament. Vive la Corse. J'aimerais terminer avec vous, Michel Onfray, sur la polémique autour de l'éventuelle prestation d'une chanteuse française, franco-malienne, qui s'appelle Aya Nakamura, lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques cet été. Information non confirmée par l'Élysée, mais qui a fuité et qui a provoqué énormément de polémiques, dont des attaques racistes, purement racistes contre elle. On va écouter Rachida Dati, la ministre de la Culture, qui a justement dénoncé lors d'une audition au Sénat ces attaques contre la chanteuse. Attention au prétexte pour s'attaquer à quelqu'un par pur racisme. Je vous dis simplement que s'attaquer à une artiste pour ce qu'elle est, ça n'est pas acceptable. Pour le reste, vous n'aimez pas, d'autres aiment, certains n'apprécient pas, certains n'écoutent pas, certains ne la connaissent même pas. Donc chacun est libre de son appréciation. Alors, Rachida Dati a raison de dénoncer les attaques racistes. Après, c'est une artiste. On a le droit d'aimer ou de ne pas aimer une artiste. On est d'accord, Michel Onfray? Non, mais si on fait une analyse de ce que dit Rachida Dati, elle est attaquée pour ce qu'elle est. Mais ça veut dire que Rachida Dati pense qu'elle n'est que de couleur. Parce que ça veut dire que ceux qui l'ont critiqué pour ses origines. On a le droit. Moi, je ne connaissais pas cette dame. J'ai écouté ce qu'elle fait. Je ne trouve pas ça inintéressant. Je pense simplement qu'on a le droit de ne pas aimer. Et que Emmanuel Macron, qui joue des symboles en provoquant beaucoup, moi j'aurais pu le parier que de toute façon on n'aurait pas eu Julien Clerc, ou que j'aime beaucoup, je dis sans malice, mais ou je sais pas qui, enfin un chanteur qui aurait pu, ou Michel Jonas, ou enfin peu importe, mais je dis mais bien sûr qu'on n'aura pas Michel Sardou. Pas forcément, là c'est pareil. Moi j'aime aussi beaucoup Michel Sardou, mais je pense que quand on est chef de l'État, il ne faut pas être clivant. Il faut choisir une personne qui ne va pas cliver. Et donc, de la même manière que je pense qu'on peut cliver quand on est cette dame, on peut cliver si on est Michel Sardou, et que on va pas demander à Michel Sardou d'être clivant, il faut trouver quelqu'un d'autre. Des chansons françaises, des gens qui ont illustré la chanson française. Alors là, elle chanterait du Edith Piaf, elle réinterpréterait du Edith Piaf. Oui, mais moi aussi, je peux faire le crétin en disant Edith Piaf, on va chercher un peu ce qu'elle a fait pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous allez voir. Vous allez voir, c'est pas terrible. Mais là, elle va pas rentrer au Panthéon. On mêlerait deux styles, deux époques, deux chanteuses. Moi, je veux bien qu'on utilise des symboles en permanence. Et que quand on fait rentrer Manouchian au Panthéon, c'est la résistance communiste qu'on veut nous faire rentrer, en oubliant que les communistes ont collaboré pendant 2 ans avec le pacte germano-soviétique. Je veux bien qu'on se dise, on n'a rien à faire de l'histoire, on fait du symbole. Et on va provoquer un certain nombre de gens. Ils provoquent, d'accord, et quand les gens disent, vous nous provoquez, ils disent, mais vous êtes des racistes. Comment se fait-il que vous n'acceptez pas? Mais on a le droit de proposer qui on veut, mais on a aussi le droit, quand on est français, de dire on peut peut-être penser à ce qui fait, par exemple, le personnage qu'on va sortir en disant c'est planétaire, c'est en mondiovision. Est-ce que c'est l'image qu'on veut donner? Oui, bien sûr que Macron veut donner cette image-là. Il donne d'ailleurs la même image que Mélenchon, qui va être très heureux que nous ayons choisi une figure de la créolisation. Faut-il choisir une figure de la créolisation? Parfois oui. Parfois non. C'est bien que de temps en temps aussi qu'il n'y ait pas que des figures de la créolisation. C'est aussi ça la France. C'est vrai que ces minorités ont été invisibilisées pendant très longtemps, mais à un moment donné on ne voit plus que les minorités. Et à un moment donné on peut dire mais peut-être les majorités ce serait bien aussi qu'on y songe. Et je vous ai donné quelques noms là parce que vous avez des gens comme il y aurait pu avoir Aznavour si vous voulez. Il y a des figures à l'époque. Moi je parle au passé. Je veux dire des figures qui ont incarné une espèce de sagesse avec leur âge, avec leur carrière, qui n'ont jamais, dévissé. Il y a des gens dont on se dit, non, pas cela. Là, on est obligé de dire pour certains artistes, pour certains porteurs de flammes, qu'il ne faudrait pas qu'ils aient un casier judiciaire, etc. Bon, on voit bien que quand on a le sens du symbole, ce qui est normalement le travail du chef de l'État, puis il y a des gens qui bossent pour lui avec ça, on sait très bien que quand on choisit un symbole, il ne faut pas choisir un symbole qui va encore une fois diviser les Français. S'il veut diviser les Français, d'accord, très bien. Et s'il y a une fête de la musique, on voit qui il invite, avec des jolis garçons, etc. Il les invite, d'accord, il a le droit de le faire. Mais les gens qui le voient ont le droit aussi de penser ce qu'ils pensent, puisqu'il aime la provocation, Emmanuel Macron. En tout cas, ces JO s'annoncent épiques. Merci. S'il n'y avait que ça. Merci beaucoup, Michel Onfray. On se retrouve la semaine prochaine. L'info continue sur CNews.